هذا ورقة ثرقيث هاي ما سفرتها الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوز أرقاز يتغيظ من الناغة ولد يضرون إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغصية ورنا مزارك من نوبانا غدزير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغصية ورنا مزارك من نوبانا غدزير Travailler là-dessus. L'idée, c'est de dire que l'économie mondiale, il y a deux théories intéressantes. L'économie mondiale, c'est très positif pour les économies nationales, puisque tu veux parler après de la France, de l'Algérie, etc. Surtout pour comprendre le chaos dans lequel est aujourd'hui l'Algérie par rapport au commerce international. Le commerce international, c'est le moteur de l'économie. Pourquoi? Il y a même une théorie très malthusienne qui te dit tout simplement, tu sais, si tu veux t'enrichir, il faut exporter. Et si tu importes, tu t'appauvris. C'est ce que, on va faire un truc très contemporain, c'est un peu la conception aujourd'hui de Trump. Il faut produire et exporter. Il ne faut pas faire comme nous, exporter que le pétrole et les... Ça, c'est très important. Dans le mercantilisme, dans le mouvement mercantiliste, lui, un peu plus loin, c'est vers le XVIIe, XVIIIe siècle, c'est leur théorie. Dans les mercantilistes, c'est ça. Produire, exporter. Mais si tu importes, tu dépenses. Si tu importes, tu dépenses les devises, l'or... Tu dépends des autres. Et tu dépends des autres, ben ça c'est pas tellement grave si tu as l'équivalent, tu vois. Mais si tu importes Koulouch, surtout la conséquence c'est qu'elle te tue la production nationale. C'est ce qui se passe dans ton pays, l'importation excessive, pour juste faire une fois. Hier, mais la France, l'Algérie était le grenier de l'Europe. Et cela, c'est la misère du monde. Malheureusement. Pourquoi? Parce que les importations du blé, de tout, etc., de la farine, etc., ils ont tué la production nationale. Il n'y a pas de travail. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Parce que quand tu importes une pomme, c'est la concurrence déloyale. C'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Parce que parce qu'à côté, la pomme qui est importée, qui coûte beaucoup moins cher, presque rien. Et ça me dit, il y aura le sakhamis, il y aura le lèche. Donc c'est l'importation qui tue. Ça, tu peux le développer sur tout. Mais tu peux faire de l'importation parce que tu n'as pas de choix, comme tu peux le faire d'une manière volontaire, parce qu'il y a une mafia, parce qu'il y a des intérêts de groupe à l'intérieur. C'est le cas de l'Algérie. Tous les importateurs, c'est les plus grands mafieux. On va parler d'Algérie après, voilà. Donc on va laisser... pour illustrer, pour que les gens comprennent, je suis le manège. Après, tu as la grande théorie, le maître du commerce international, c'est Ricardo. Il n'y en a pas d'autre, c'est un classique.
l'économie mondiale. Il faut réfléchir sur l'économie mondiale, c'est comme si c'était une terre unie. C'est la théorie des avantages comparatifs. Par exemple, tu es en Kabylie. Tu fais de la production d'huile d'olive. D'accord. Tu as la connaissance, un métier la pratique, ancestral, la terre, les outils, tu as tous les la avantages, méthode, la méthode, etc. Donc, tu vas produire, et tu vas la produire en connaissance de cause, de qualité, etc. Et le Maroc à côté. Le Maroc à côté qui produit, on va dire n'importe quoi encore une fois, qui produit des pommes. D'accord. Si vous savez, tu n'as pas de pommes chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur vendre l'échange, commerce. Ça veut dire quoi les conséquences? Ce n'est pas uniquement le change. C'est que désormais, tu ne vas pas uniquement produire il qabaïl, tu vas produire plus le marché marocain. Et n'est kif kif. Et le Maroc plus, puisque ça a un marché le qabaïl. Tu vois. Donc ça veut dire que tu as, c'est quoi? Ça donne une production beaucoup plus conséquente. Et de l'huile d'olive et une tfah. Donc la conséquence c'est quoi? Le prix va baisser. Ouais. Ça c'est le cercle, ce qu'on appelle le cercle vertueux du commerce international. Pour ça, à la base, c'est très important. Ça se joue, toutes ces théories, etc. C'est joué vers la fin du monde. Tu as les mercantilistes, ça c'est les mercantilistes, c'est encore beaucoup plus clair. Car la richesse d'une nation, ça ne vient pas de la terre, ça ne vient pas du travail, ça vient de ces hommes. Les mercantilistes, c'est le commerce international, c'est tout. Parce que ils considèrent plus tu exportes, plus tu vas recevoir de l'or. Et la conception pour mesurer la richesse d'un pays, c'est en fonction du tas, du volume que tu as d'or. Ouais. Plus tu as de l'or, plus tu es riche. C'est une façon de mesurer la richesse d'un pays. Voilà un peu les fondamentaux. Et au MAD, on va rentrer dans le XXe siècle. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. C'est là où on va commencer à se poser des questions. Est-ce que la guerre, tout ça ce sont des sujets d'aujourd'hui, est-ce que la guerre est compatible avec l'économie? Est-ce que les guerres sont faites l'économie impacte en fait, l'économie produit des guerres, parce que c'est des guerres d'intérêt. Oui, mais c'est pas ça la question. La question, ça on le connaît tous. D'un point de vue théorique, est-ce que la guerre est compatible? Tu as des économies de guerre. Oui, souvent. Voilà, tu as des économies de guerre. En ce moment, la Russie, tout là, c'est qui? La Russie, elle est dans une économie de guerre. Le Moyen-Orient aussi, le Sahel aussi. On parle de ce que tout le monde connaît. C'est facile. Voilà. La Russie, ils sont en guerre, etc. Et Poutine, il a tourné toute son économie, produire des canons, des chars, des machins, de tout ce qui est armement. Et la puissance américaine aussi est liée à ça. La grande puissance, l'Amérique n'a jamais cessé ce mariage, ce mixage, l'économie civile, classique, domestique, et l'économie de guerre. D'accord? C'est des milliards et des milliards qu'on investit dans l'économie. Par contre, aux États-Unis, on n'investit pas pour faire la guerre. On investit certes, parce qu'ils ont une responsabilité à travers l'OTAN de protéger le monde libre, mais surtout, la grande astuce des États-Unis, ils donnent de l'argent aux entreprises, aux complexes industriels militaires, ils font de la recherche, ils font des innovations, et tout ce qu'on trouve là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? On le vend, on le donne à la société, à l'industrie civile. Donc ça veut dire qu'on a fait des économies dans la recherche, dans l'économie civile, parce qu'un coût de production, n'importe quoi, tu intègres tous les coûts, y compris le coût de la recherche, qui est très conséquent. Donc tu t'affaiblis en termes de compétitivité. Et comment, par exemple, on a des pôles, là on a un pôle, par exemple, occidental, on a un pôle, on va dire oriental, qui est tenu par la Chine, la Russie. Est-ce qu'il y a deux économies différentes? Ça veut dire que l'économie du pôle des pays démocrates, il est différente de l'économie des pays... c'est très bien, c'est une bonne question. Des pays chinois, pas comme la Chine, on va la citer ou la classer comme dictature. C'est une dictature, c'est communiste. C'est ça. Donc comment il y a cet impact et comment elle influe par rapport
Par rapport à l'inflation, par rapport aussi à la relation entre les deux, l'échange, parce que l'échange doit être obligatoire, chacun dépend de l'autre, parce que par exemple la Chine, c'est l'usine du monde, et on a les pays occidentaux, même s'ils créent comment je vais dire, ils innovent, ils font des recherches, découvertes, ils font des innovations, des créations, mais par contre, ils sont aussi consommateurs et ils dépendent de l'économie de ces pays dictatures. Alors, la question qui est énorme, ça nous revient, ça nous renvoie au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, quand on a fini la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est la question qu'on s'est posée tout à l'heure, on a dit les guerres c'est fini. Il faut arrêter avec les guerres. Il faut mettre en place des structures internationales pour que, avant d'arriver à la guerre, on va trouver des solutions. C'est l'illustration parfaite, c'est là où on a créé les premières organisations internationales. Exemple, la Société des Nations, c'était entre la Première et Deuxième Guerre mondiale, c'était 1929, c'est une idée française d'ailleurs, d'un grand auteur. Davos aussi, non, il fait partie. Davos. Non, ça c'est plus loin, Ça, c'est plus loin. Là je te parle au début. Et après, on a d'autres. On a l'ONU, on a la Banque mondiale, on a le Fonds monétaire international, on a l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Tout ça, ce sont des institutions qui sont nées après, tout de suite après, 1945, 1946. On a mis ça, c'est quoi? C'est des instruments pour maîtriser un peu... Des institutions internationales, avec des règles, etc. Et par ailleurs, toujours pour revenir des clins d'œil comme ça à ton pays, parce que là, il y a des règles. Hein, il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a 198 pays qui ont signé ça. Et il y en a 7 pays qui n'ont pas signé toutes ces chartes internationales, dont ton pays, dont l'Algérie, elle refuse de signer. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas se soumettre, qu'il y ait des contrôles, que par exemple le port d'Alger soit soumis à des règles claires. Pourquoi? Parce que si tu mets à des règles claires, tu combats, tu donnes la liberté au port, tu combats la corruption, tu combats beaucoup de choses. Donc dès que tu parles de règles, il faut respecter des règles internationales. Il faut te mettre aux normes. Est-ce qu'ils sont fiables, ces organisations? Parce que souvent, il y a des États... je veux dire fiables dans le sens où, parce que chacun tire... on sait que chacun travaille pour ses intérêts. Mais la seule chose qu'on peut dire, dans l'histoire de l'humanité, dans le monde occidental, c'est la première fois, c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. On a eu une trentaine d'années, de 1945 jusqu'à 1971, on a eu la belle époque de l'Occident. Pourquoi? Parce que toutes ces institutions ont travaillé à libéraliser le commerce, à organiser le commerce, à structurer. Au lieu de faire des guerres, on va régler les conflits dans l'Institut de l'ONU, etc. Alors maintenant, est-ce que, comme tu viens de dire, est-ce qu'ils sont fiables? Rien n'est fiable. Donne-moi quelque chose dans la vie aujourd'hui qui est fiable. Même l'amour n'est pas fiable. Voilà. Rien n'est fiable. Mais ce sont juste des conceptions. C'est un objectif qu'on se donne. Là, est-ce que la démocratie est fiable? Oui, l'idée, elle est là. Mais elle est naissante. Il faut encore des années. Peut-être à des degrés. Peut-être à des degrés. À la maturité du peuple aussi. Et à la volonté des... Voilà, il y a plusieurs facteurs. Ça va pas à pas. Tu sais que tu vas vers le truc. Mais c'est un objectif. Tu vas viser vers ça, etc. Donc c'est pour ça... regarde, tu prends n'importe quoi, tu prends un enfant, tu prends n'importe quoi, tout s'éduque avec le temps. Donc oui, moi je peux te dire qu'ils ont été fiables, ils ont été utiles, à des tours d'être fiables, ils ont été très utiles, puisque ça a permis d'éviter jusqu'à présent, jusqu'à récemment, on n'a quasiment pas eu de guerre. Pourquoi? Parce que tous les conflits sont réglés. On n'a pas de guerre en Europe, enfin dans les pays occidentaux, mais la guerre se passe en fait, il y a un déplacement des guerres ailleurs. Ok, oui, comme on parle des guerres, je profite, il est au Chad nord dans Hatta. Non, ça c'est juste pour j'essaie de te répondre à ta question en disant est-ce que les institutions, quand on a doté le fonctionnement du commerce international, est-ce qu'ils ont joué quelque chose de développement ou pas? Je te dis oui. Après, bien évidemment, toutes ces institutions, à partir des années 70, la fin des années 70, début des années 80, avec la crise économique des années 70, qui est une crise que personne n'a compris au début. Tout le monde était dans les schémas classiques. Est-ce que c'est une crise de l'offre? Est-ce que c'est une crise de la demande, etc., etc. Alors que simplement, dans les années 70, on est resté
dans un nouveau cycle de technologie important. C'est celui des nouvelles technologies d'information et de communication. Et c'est ça qui va bouleverser totalement l'économie mondiale. Bouleverser au niveau monétaire, puisqu'on va passer du système bancaire international à la globalisation financière. Au niveau finance aussi. Globalisation de la finance internationale, au décloisonnement des marchés. Tout le monde a le droit de faire, puisque la marchandise, enfin la monnaie à partir de 71, mais surtout à partir de 76, la monnaie est devenue une marchandise. Tu achètes, je te vends, tu peux capitaliser. Avec tous les produits dérivés. Tous les produits, exactement. Et de nouveaux produits, etc. Donc, si tu veux, globalement, jusqu'à la mondialisation, à partir de la mondialisation, on va entamer un autre cycle qui va bouleverser les règles de l'économie mondiale, bien évidemment, qui va être très dur parce que tout simplement c'est la compétitivité à outrance, puisqu'il y a beaucoup moins de frontières, beaucoup moins de contrôle, etc., puisqu'on rentre dans les logiques de ça. Donc, on va dire jusqu'à la fin des années 70. Dans les années 70, on a eu la première crise d'après-guerre. Le commerce mondial a fonctionné, a tourné. Il a permis d'apaiser, d'éviter un certain nombre de guerres. Il a permis la croissance et le développement de beaucoup de pays, notamment la reconstruction de l'Europe. Au lendemain de la guerre, l'Europe était quasiment KO, à zéro, etc. Avec le plan Marshall, on a développé l'économie européenne, bien évidemment, mais aussi on a échangé, développé, etc. Est-ce que tout ça s'est fait dans un échange égal, parfait, etc. Non, il y a toujours des rapports. La création de plusieurs pays, tu oui. vois, les indépendances, avec le phénomène de décolonisation. La destruction de l'Union soviétique, enfin, il y a quand même pas mal d'impact, en fait. Alors, ça, c'est un autre sujet, c'est la division du monde, c'est le partage du monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est les accords de Yalta, où les deux grands, particulièrement avec la présence de Churchill, parce que c'est lui le père, je dirais, de la paix. C'est lui qui a tenu tête tout seul face à Hitler, le cerveau. etc. Voilà, absolument. Mais Staline et les Américains se sont mis autour de la table, ils ont partagé le monde avec, comme condition de chaque pays, de chaque zone d'influence, la garantie, c'est le parapluie nucléaire. Okay. Les Américains avaient déjà le nucléaire, donc ils avaient la responsabilité de protéger le monde occidental. Et l'Union soviétique avait la responsabilité de protéger tout le bloc de l'Est, etc. Le partage du monde, voilà. Mais tout ça, comme tu dis, c'est une période de l'histoire récente. Tout ça, c'est la moitié du XXe siècle. C'est la moitié du XXe siècle. Le commerce international, on va dire globalement, a été extrêmement bénéfique à l'humanité et à l'humain dans la première moitié. Les grands bouleversements vont commencer à partir des années 70. À partir des années 70, le point de départ, c'est la crise, c'est la mutation profonde des mécanismes de production, de partage, des rapports de force, plus que tu dis l'émergence de nouveaux pays qui sont arrivés. Donc tout ça, ça va chambouler totalement la bataille, la guerre de la concurrence internationale. Et à partir du début des années 80, le monde va changer. Le monde va changer avec de nouvelles lois, de nouvelles règles, etc. Tout sera totalement orienté vers la guerre électronique, vers la guerre économique aussi. Économique, oui, mais tout ça c'est l'économique. Ouais. Tout est économique. Et donc je reviens, comment ça s'appelle, aux tensions géopolitiques actuelles. Voilà, donc vous avez parlé de l'après-guerre, de l'après la Deuxième Guerre mondiale. Et là on va parler parce que en ce moment c'est instable partout. Donc comment les tensions géopolitiques impactent l'économie mondiale? Alors, direct ou indirect, et surtout on pourra zoomer sur l'Afrique qui est le dernier maillon, j'ai l'impression. L'enjeu, les derniers maillons. C'est l'enjeu pour les autres, mais c'est le dernier maillon pour les Africains. Oui, mais si tu veux, pour les deux blocs, parce que tout le monde me parle de géopolitique, etc., pour l'instant, on ne peut pas parler réellement de bouleversement des règles
y a un abus de langage. Je ne vois pas... les BRICS, c'est un... Par exemple, tout le monde sort ça à sa bouche. C'est un concept abstrait. C'est un concept qui regroupe, c'est très hétérogène. BRICS. Les BRICS, oui, c'est les nouveaux pays émergents, ce qu'on appelait les pays émergents. C'est le Brésil, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la Chine. C'est l'Iran, c'est l'Éthiopie, c'est l'Arabie. Oui, quelques pays africains. Les Émirats. Ouais. Le Maroc, etc. Qui font partie de ça. Non, le Maroc, il n'est pas rentré, je pense. Il va peut-être rentrer. C'est l'enjeu dont on parlait tout à l'heure sur le rôle des États-Unis. Ils sont en train de tout faire pour que le Maroc rentre là-dedans, ce qui est tout à fait normal, tout à fait logique. Je ne comprends pas, ça veut dire que les États-Unis essaient que le Maroc rentre dans BRICS? Ah oui, bien sûr. Pourquoi? C'est pas dans leur intérêt, parce que BRICS, là, le BRICS n'est pas organisé, il n'est pas structuré, c'est une idée. Ah, d'accord. Okay. C'est une idée. Parce que, d'abord, tous ces pays-là, ils ont une caractéristique. Ils ont de la démocratie chez eux à dose homéopathique. Tu vois, il y a un petit peu en Inde, un tout petit peu en Éthiopie. Un petit Brésil, un peu aussi. Un peu au Brésil, mais tout ça est fragile. Mais il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de modèle. Ils ne sont pas sur le même modèle. Les blocs, quand tu as une certaine homogénéité, comment veux-tu mettre dans le même bloc, par exemple, l'Inde, qui est un pays libéral, la Chine, qui est un pays communiste, et la Russie, qui est un pays qui ressemble à ça, c'est hybride. Donc tu as tout, tu as le libéral, tu as de l'étatique, etc. Donc il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'objectif commun. Mais l'économie, peut-être, ça les rassemble. Non. C'est les intérêts. Non, l'économie, c'est autre chose. L'économie dans ces BRICS-là, c'est quoi? Ce sont des pays émergents, ce sont entre guillemets des candidats potentiellement au marché mondial en termes de concurrence. Mais qui aujourd'hui peut concurrencer la production, on va faire simple, européenne, nord-américaine? Et le dollar, parce qu'ils ont non, ça quand c'est même... autre chose. Ça c'est des moyens de paiement. Oui, mais quand même, ça va changer beaucoup de choses s'ils créent, par exemple, une monnaie qui va faire concurrence au dollar. Oui, mais tu sais... Ça va un peu fragiliser, on va dire, le pôle occidental. Nous parlons d'aujourd'hui. Parlons d'aujourd'hui. Tu interroges un Russe, tu interroges un Indien, tu interroges, je vais prendre des principaux, tu interroges un Brésilien, tu interroges un Chinois, il va dire qu'est-ce que tu veux, de quoi tu parles, dans quel langage tu parles, voilà. Maintenant, mais ils commercialisent quand même avec la devise... Ils facturent pour l'instant, ils facturent. Ils facturent pour faire ensuite, on revient à une forme de troc, c'est-à-dire quoi? Tu es la Russie, je suis la Chine. Pétrole contre... Tu me vends ton pétrole et je te le paye en yuan. D'accord? En monnaie chinoise. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer dans ton trésor chez toi, tu vas créer une ligne libellée. Est-ce que tu viens me chercher des composants électroniques? Tu vas payer avec cette ligne. D'accord? Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'adhésion. C'est quelque chose de circonstance. Ça peut évoluer aussi. Enfin, les choses commencent comme ça. On a commencé avec ça. Tout évolue. Mais pour que quelque chose évolue, devienne solide, etc., il te faut une cohérence. La cohérence qu'il peut y avoir, c'est quoi? Déjà, on va commencer par, est-ce que demain, tous ces pays-là vont se mettre d'accord en disant que désormais, on va appliquer le vieux principe d'Hitler, qui consiste à dire on prend le pouvoir démocratiquement et ensuite on installe une dictature. Parce que dans tous ces pays, c'est ce qui se passe. On organise des élections démocratiques et après c'est la dictature qui s'installe à vie. Ça dépend où? Partout. Les élections. Partout. Regarde, Poutine, il y a 25 ans, il n'a pas bougé. Prends la Chine, etc., il ne va pas bouger. Tu prends la Corée du Nord, il ne va pas bouger. Il y a toujours un point de départ. C'est pour ça, en fait, la démocratie, elle a un sens différent. Si on parle... C'est ce que je te dis, tout est... Si par exemple, l'Inde ne les suivront jamais, le Brésil ne feront jamais. C'est pour ça que je te dis que le Brésil, c'est quelque chose d'extrêmement fragile, s'il n'y a pas de fondement. C'est une idée. L'idée, oui. Cette idée, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Dans les années 60, quand la question de la détérioration des termes de l'échange s'est posée au niveau du commerce international, quand les pays du Sud émergents disent « Oh, vous nous payez nos matières premières, etc., avec du dollar. Le dollar, il fait du yo-yo, etc. Nous, vous nous payez avec un dollar beaucoup plus faible, etc. Nous sommes perdants. Donc, ils ont commencé à proposer un nouveau panier de référence. Un jour, on fera un truc sur la création du dollar, l'arrivée
de l'euro sur la compétitivité des monnaies. Il faut pour que les gens comprennent aussi d'où vient le dollar, quelle est la place de l'or, quelle est la place de l'euro, etc. Cela, dans les années 60, tu avais tous les pays, beaucoup de pays, ce qu'on appelait les pays à l'époque en développement, sous-développés, se sont réunis en disant, voilà, on va faire un panier composé de matières premières. Donc, quels sont les grands chantiers, en fait, qui nous montrent ces impacts de la géopolitique sur l'économie, les grands chantiers? Est-ce qu'il y a une création d'une nouvelle organisation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va naître? Écoute, ou alors, à part le BRICS, il n'y a pas... Non, les BRICS, je te dis encore une fois, pour moi, pour l'instant, c'est juste une idée. Les BRICS, on les a inventés pourquoi? On les a inventés parce que pendant longtemps, ces pays-là, on les appelait les pays émergents. D'accord? Les pays émergents, ça n'a pas de portée politique, ça n'a pas de portée... Ça ne parle pas aux gens, les pays émergents. Quelles sont les frontières? Donc, ils ont décidé de se dire, nous sommes les nouveaux pays, avec une nouvelle logique, une nouvelle approche, etc. On va défendre nos intérêts contre l'Occident. Parce que, etc., c'est l'Occident. Tu prends un pays comme, pour te dire que c'est impossible, moi. Comme l'Éthiopie. Tu prends un pays comme la Chine. Tout son modèle, c'est exactement mercantiliste. Tout son modèle est basé sur l'exportation. Ce qui est pas mal, parce qu'ils produisent. Ce qu'ils produisent, oui, justement. On voit les limites aujourd'hui. Maintenant que justement le commerce international est perturbé, bah, l'idéal, ce serait de se tourner vers ton pays intérieur. Ça veut dire qu'il faut que ton pays intérieur, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat. Avec la relocalisation du jeu, je profite d'ailleurs parce qu'il y a une question qui parle sur ça, sur l'avenir de libre-échange face à la montée du protectionnisme. C'est vraiment une suite, parce que là, il y a pas mal, par exemple, la France, elle essaie de relocaliser, parce qu'avant, tout le monde qui va produire en Chine ou ailleurs, parce qu'il y a aussi le Vietnam qui est devenu l'usine du monde. Et donc, Fioura, on bascule, en fait, c'est un petit peu le contraire. Donc, on passe de la mondialisation au protectionnisme. Alors, la relocalisation, si tu veux, industrielle, les gens ont pris conscience avec la crise du Covid. Ouais. C'est là où on a pris conscience que toutes les industries pharmaceutiques étaient en Asie. C'est-à-dire, ils ont pris conscience lorsqu'ils vont aller en Chine pour acheter un masque, le prix du masque qu'ils payaient pour qu'il arrive en Occident, en Europe, il doublait, voire il triplait. Et parfois, il n'y a pas déjà la disponibilité. Oui, non, mais ça on s'est rendu compte tout de suite. Même la France. Même la France, tout le monde. Il y avait même pas 40 millions en stock, tu vois. Et même la moitié était périmée parce que c'est des vieux stocks qu'on avait là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Donc, si tu veux, on a pris conscience, on s'est dit, on a fait des conneries, on a trop lâché